Donc, évidemment, comme je vous ai dit, il y a plusieurs congés à votre convention. J'en ai recensé au moins 33. Aujourd'hui, on va s'en concentrer sur 8, notamment là, de congés à votre convention collective. Donc, je les ai séparés en 4 grands groupes. Donc, les premiers sont les congés reliés à la santé. Donc, il va y avoir effectivement le congé de maladie, le congé pour responsabilité familiale, ainsi que le congé lié au décès. Après ça, il va y avoir les congés sans solde, donc courte, longue durée et partielle. Par la suite, on va avoir les congés découlant d'une entente avec votre employeur, donc les congés à traitement différé, ainsi que l'entente de conciliation de travail, famille, études, étalement salarial. Puis, on va finir avec le congé de retraite progressive. Là, il est marqué préventive, mais c'est bien progressive. Toutes mes excuses. Donc voilà, on va commencer avec les premiers congés, les congés qui sont reliés à la santé. Donc évidemment, là, vous êtes au courant, sinon j'espère que je ne suis pas la personne qui va vous l'apprendre, que vous avez effectivement des congés de maladie prévus au sein de votre convention collective. Là. Donc la définition d'un congé de maladie, c'est un congé de forme de congé payé qui vise à préserver votre revenu lorsque vous n'êtes pas en mesure d'assumer vos fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure non professionnelle. Donc il faut comprendre là, que c'est des congés qui sont accumulés au cours de vos années. C'est accumulé à chacune des années. Donc, à chaque année, on recommence. C'est une accumulation selon votre temps de travail. Il y a une distinction à y avoir là, quand même entre les personnes à temps partiel puis les non-détentrices de poste versus les personnes à temps complet. Donc, on va y revenir un peu plus tard par la suite. Là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une accumulation au cours de l'année, puis vous avez une accumulation de ces journées-là qui est faite. Donc, aussi important de mentionner, comme je le disais, vu que c'est des congés qui sont repris à l'année, la banque de vacances, là, donc tout ce que vous avez accumulé comme vacances est payé, jour maladie, excusez-moi, est monnayé en date du 15 décembre à chaque année. Donc, dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez prendre des congés de maladie, vous avez une certaine banque et qui se renouvelle à chaque 15 décembre. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est monnayable. Fait que si vous avez on va prendre un exemple. Vous avez 8 journées de congé de maladie dans votre année. Vous avez pris seulement 3 journées. Bien, les 5 journées de maladie qui sont à votre banque, mais non rémunérées, vont vous être monnayées en date du 15 décembre. Là. Donc, si vous avez un peu plus dans vos maladies, si vous n'avez pas pris, ce n'est pas très grave, ce sera monnayé. Donc, aussi, la nouveauté dans votre convention collective, là, je vous mentionnais que vous aviez des journées. De ces 8 journées-là, là, vous avez 3 journées qui peuvent être utilisées pour des motifs autres qu'une invalidité. Là, c'est on parle de problèmes personnels. Quand on va parler d'invalidité, c'est vraiment où est-ce qu'il y a un médecin qui va vous mettre en arrêt de travail avec un diagnostic. Quand on parle de ces journées-là, c'est des motifs un peu personnels. Là. La règle est pas mal d'avertir votre gestionnaire en premier lieu, mais sachez que vous avez quand même 3 journées un peu à modalité comme vous voulez là, pour vous prendre un petit congé de maladie ou autre. Et évidemment, là, comme je vous mentionnais, vous devez aviser votre employeur 24 heures à l'avance si c'est possible. Évidemment, si c'est par cause le verglas qu'on a eu de jeudi passé, mais évidemment, on n'était pas capable d'avertir 24 heures à l'avance, mais il y a quand même tout ce qu'on demande, du moins du côté de l'employeur, c'est d'être averti le plus rapidement possible, évidemment, pour pouvoir pallier à votre remplacement. Donc voilà, puis évidemment, sachez que cette demande-là là, pour les congés personnels peut être refusée seulement et seulement si le délai n'est pas respecté, donc 24 heures, ou si l'absence cause un préjudice sérieux au fonctionnement d'un centre d'activité. Ce que vous allez comprendre là, au cours de la formation, c'est l'employeur a un pouvoir discrétionnaire quand même là, de dire non à des demandes de congés, là, entre autres les congés sans solde, par le simple fait que s'il donne un congé à une personne, le fait que ce congé-là existe va faire un bris de service, là, ou du moins, on va avoir de la misère à remplacer cette personne-là. Puis, comme on est dans le réseau de la santé et services sociaux, on est un service essentiel. Donc, évidemment, l'employeur a un pouvoir discrétionnaire de refuser les congés si ça a pour effet de donner une crise ou au moins un bris de service. Donc, voilà un peu pour le congé de maladie. Donc, comme vous mentionnez, là, il y a une distinction en temps partiel et temps complet. Donc, l'accumulation est à 0,80 jours ouvrables par mois de service. C'est pour les temps complets, évidemment. Ce qui équivaut à grosso modo à 9,75 jours de congé maladie par an. Exactement. Merci, Véro. Et puis, donc, évidemment, toute absence autorisée de plus de 30 jours interrompt l'accumulation. Donc, si vous avez une invalidité, là, un médecin qui vous met en arrêt de travail à partir de la 31e journée, on arrête l'accumulation de vos congés de maladie. Pour les temps partiels et non détentrices de poste, comme je disais, il y a une petite distinction à y avoir. Là, on va parler plus de bénéfices marginaux. Là. Donc, ces congés-là ne sont pas des congés qui vous ont offerts, mais bien une augmentation salariale, dans le fond, de votre paye par rapport aux personnes à temps complet. Donc, vous avez une perception sur chaque paye d'une rémunération de plus que 4,21 de votre salaire, puis vous n'avez aucune journée de maladie. Donc, au lieu d'avoir des journées de maladie, on vous les paye directement à même votre salaire. Donc, quand vous prenez une journée parce que vous êtes malade, à ce moment-là, c'est une journée sans solde.
mais sachez que si vous mettez de côté le 4,21 de votre salaire à chaque paye, bien, ça revient au même à la fin de l'année qu'une personne qui est à temps plein. Exactement. Exactement. La seule distinction est que vous ne pouvez pas vous prémunir des journées de congé. Donc, évidemment, si vous êtes en non-détentrice de poste ou à temps partiel, c'est une précision qui est importante. Aussi, sachez que s'il y a un changement là, de temps partiel à non-détentrice de poste vers un temps complet ou l'inverse, il y a seulement accumulation en temps complet. Donc, voilà, puis il y aura liquidation, évidemment, si on passe d'un temps complet à temps partiel. Donc, voilà pour le premier congé de maladie. Donc, relais à santé, je passerai au prochain congé, le congé pour responsabilité familiale. Je passe la parole à Véronique. Donc, pardon. Il existe à votre convention congé pour responsabilité familiale. Dans les faits, c'est 10 journées de congé que vous avez le droit par année qui sont sans solde pour des motifs, là, que ce soit des motifs reliés à la garde, à la santé, l'éducation de son enfant ou l'enfant de son conjoint, en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de ses grands-parents. Lorsque vous prenez une journée de congé pour responsabilité familiale, bien, c'est sûr qu'à la base, vous pouvez quand même prendre une journée et le prendre dans votre banque de maladie si vous voulez être rémunéré. Par contre, si vous avez épuisé votre banque ou si vous ne voulez pas utiliser ces banques-là, bien, sachez que vous avez le droit à 10 journées sans solde par année pour remplir ces obligations-là. Donc, on doit avertir l'employeur le plus tôt possible, évidemment, dans la mesure du possible. Et les congés peuvent être fractionnés en demi-journée. Donc, ça pourrait être votre enfant a un rendez-vous chez l'orthophoniste, mettons. C'est dans l'après-midi. Vous allez le chercher à l'école ou au service de garde juste dans l'après-midi. Vous pouvez venir travailler le matin. Vous prenez votre après-midi de congé pour l'accompagner à son rendez-vous. Donc, sachez, c'est quelque chose qui existe à votre convention collective. Et ça, dans le fond, c'est comme, pas un ajout, mais un surplus des normes du travail, parce qu'il y a quand même des congés pour responsabilité familiale qui existent au niveau des normes du travail. Ces congés-là, donc, ça peut être sous différentes formes. Je ne passerai pas au travers là, spécifiquement de chaque, parce que ça en fait quand même plusieurs, mais sachez que c'est quelque chose qui existe là. Donc, au plus de 16 semaines par année, vous pouvez être un proche aidant en raison d'une grave maladie ou d'un grave accident. Que ce soit pour une personne mineure, donc votre enfant, un conjoint, une conjointe, un parent, grand-parent ou ces choses-là, ces personnes-là. Donc, si pour une personne mineure, bien, ça peut aller jusqu'à 30 semaines pour une période de 12 mois. Pour une personne mineure ayant une maladie mortelle, prolongation jusqu'à 104 semaines. Évidemment qu'on parle toujours que c'est des congés sans solde. Donc, ce n'est pas des congés où vous avez un salaire au bout de la ligne. Donc, mais c'est des choses là, qui existent au niveau des normes du travail. Vous avez également droit à une prolongation si la présence de préjudice corporel grave, c'est un acte criminel. Donc, c'est toutes des choses, là, des types de congés que vous avez le droit en lien avec les normes du travail. Bon, également, si un enfant mineur est disparu, là, évidemment que là, on s'entend que ce n'est pas des événements de la vie là, qui sont super le fun. Là. Donc, c'est pas. C'est pas hop la vie là, actuellement, mais bon, 104 semaines à l'occasion du décès d'un enfant mineur, 104 semaines dans l'occasion d'un décès, d'un suicide, du conjoint, du père, mère ou enfant majeur, et au plus 4 semaines à l'occasion d'un décès, à l'occasion d'un acte criminel du conjoint ou de l'enfant majeur. Donc, voilà. Fait que c'est quand même des choses qui n'apparaîtront pas dans la convention collective, mais auxquelles vous avez accès via les normes du travail. Voilà, ben merci Véro pour la présentation. Puis, écoute, on va devenir un peu plus hop la vie dans les prochains congés. Là. Éventuellement, on va rester un petit peu de rap aujourd'hui avec le congé lié au décès. Donc, évidemment, là, c'est encore une fois des découlants de la loi sur les normes du travail d'application générale qui fait un petit peu l'état de la situation en termes de congés liés au décès des membres de la famille. Donc, on a évidemment là, des journées qui sont différentes selon la définition d'un proche. On verra par la suite dans la prochaine diapositive quelles sont les différences entre chacun membre de la famille, mais sachez que vous avez le droit à des congés, évidemment, là, si vous avez la perte d'une personne dans votre famille. Donc, évidemment, le salaire, les journées d'absence prévues sont payées au taux du salaire de la personne salariée. Il est important de comprendre, là, puis la distinction est là, c'est dans les journées prévues sont payées. Donc, ce n'est pas nécessairement si vous avez le droit à 5 congés
Ce n'est pas nécessairement les 5 journées qui vont être payées, mais bien les journées pour lesquelles vous étiez supposé être au travail. Donc, si vous avez 5 jours qui sont les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, lundi, vous allez être rémunéré, évidemment, seulement pour les jeudis, vendredis, lundi, si vous avez un horaire de 5 jours. Donc, évidemment, seulement les journées qui sont travaillées. Si vous avez des questions, encore une fois, là, à ce niveau-là, je vous invite à faire part à votre syndicat qui pourra vous référer vers les personnes conseillères syndicales au besoin. Donc, voilà la petite mention. Seuls les jours durant lesquels il y a prestation de travail prévus qui sont payés, comme je viens de vous mentionner. Attestation des événements. Donc, évidemment, là, votre chef ou votre employeur va demander, il est possible qu'il y ait une demande de preuve, là, soit d'attestation. Habituellement, c'est soit le certificat de mort ou on a aussi là, une attestation pour les enterrements ou pour toute activité funèbre. Là, il est possible de le demander. Si c'est fait, tout seulement faire passer l'information à votre chef qui pourra par la suite passer l'information aux personnes identifiées. Sinon, vous pouvez encore une fois demander à votre syndicat pour de l'aide à ce niveau. Donc, comme un peu mentionné plus tôt, là, il y a des différences dans les congés liés au décès. Je vais vous les faire en rafale pour gagner du temps. Donc, 5 jours de congé à l'occasion du décès du conjoint ou de son enfant ou de votre enfant. 3 jours à l'occasion du décès de père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, bru ou gendre. 2 jours à l'occasion du décès de l'enfant de son conjoint ou de sa conjointe. À l'occasion du décès de la belle-sœur, du beau-frère, de ses grands-parents et des petits-enfants. C'est une journée. Donc, évidemment, c'est, encore une fois, là, les lois d'application générale, c'est des journées que tout le monde, vous avez droit. Il est aussi prévu à votre convention collective qu'une journée additionnelle peut être ajoutée si les lieux des funérailles se situent à 241 km de plus que votre lieu de résidence. Donc, pas votre lieu de travail, mais bien votre lieu de résidence. Évidemment, les congés mentionnés peuvent être pris selon votre choix entre la date du décès et la date des funérailles inclusivement. Là, il n'y a pas un moment que vous devez prendre ça. Mais par contre, il faut que ces congés soient là, pris entre ces moments-là. Après les funérailles, évidemment, on ne pourra pas prendre les congés liés au décès. Le congé de plus d'1 jour doit être de manière continue. Donc, évidemment, on ne peut pas prendre un 3 jours au début et avoir une période de latence, puis après ça, prendre une autre journée de plus. Il faut que ce soit vraiment tout en continu. Puis, une journée de congé supplémentaire peut être prise à l'extérieur des délais prévus pour rester à l'immunation ou la crémation, là, ce qu'on appelle communément dans le commun des mortels l'incinération, voilà, ou la mise en terre, évidemment. Là, donc, si l'événement est hors délai, donc s'il n'est pas dans la mention que je vous ai dit entre la date du décès et les dates des funérailles, évidemment, s'il y a l'inhumation par la suite, vous avez effectivement droit à cette journée de congé. Encore une fois, c'est la même application. Si vous n'étiez pas supposé être au travail, vous n'allez pas avoir la rémunération qui est associée. Donc, si votre conjoint décède, vous pourriez prendre 4 jours suite au décès, à la limite, parce que les événements sont difficiles et que la mise en terre ou l'incinération a lieu 2 mois plus tard parce que, bon, il est décédé durant l'hiver ou quoi que ce soit, vous pourriez prendre cette journée-là plus tard. C'est la seule exception pour laquelle vous pourriez prendre, dans le fond, diviser les journées. Sinon, il faut vraiment que ce soit de façon continue. Exact. Puis je me ferai une petite parenthèse. Pour tout ce qui est congé lié à la santé, là, je vous invite vraiment fortement à venir contacter votre syndicat parce qu'il existe plusieurs lois d'application générale et plusieurs clauses à convention collective. Donc, évidemment, de faire un petit suivi avec votre syndicat, c'est la meilleure des solutions parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être applicables. Ce n'est pas tout le monde qui a toutes les informations. Donc, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Là, ça va nous faire grand plaisir de vous informer. Donc voilà, on va tomber dans un moment un peu plus joyeux, du moins un peu moins drap et moins glauque de présentation. Donc, on est dans les congés sans solde, évidemment. Là, il y a des possibilités de congés sans solde. C'est l'article 26 de vos dispositions nationales de votre convention collective qui mentionne les congés sans solde. Il y a aussi l'article 12 de vos dispositions locales. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre à un congé sans solde, c'est un congé qu'il n'y a aucune rémunération qui est donnée. Ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a une entente qui est faite entre vous et l'employeur pour dire pour une telle période de temps, moi, je ne travaille plus. Là, je suis encore un employé considéré chez vous, mais je n'ai plus d'heures, je n'ai plus de rémunération, je n'ai plus rien. C'est comme une pause qu'on fait. Dans le cadre de cette pause-là, vous pouvez faire l'éventail que vous voulez. Vous pouvez tester un autre emploi, vous pouvez changer de région, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est libre à vous, mais il y a des règles d'application quand même, là, entre autres sur le retour des congés sans solde. Je vais vous la faire la présentation, mais voilà un peu le but de ce congé sans solde-là. C'est un congé que vous pouvez vous prendre avec entente avec l'employeur. Donc, évidemment, le congé sans solde, puis je vous l'apprends aujourd'hui, là, il se décline en 3 déclinaisons assez rapides. Là. On a le congé sans solde de courte durée, là, ce qu'on va appeler un congé sans solde d'1 mois, donc 30 jours à la convention. Il y a le congé sans solde de longue durée qu'on appelle le longue durée, mais qui est en fait une prolongation. Là, dans les règles de l'art, comment ça fonctionne, c'est que vous faites une demande pour un congé sans solde de courte durée, puis peut être extendu pour une longue durée, là, qu'un maximum de 52 semaines, donc évidemment 1 année complète, c'est le maximum qu'on peut prendre les congés sans solde. Puis, il existe aussi le congé partiel sans solde,
Et au lieu de prendre une semaine complète de congé là, pendant un certain laps de temps, vous pouvez descendre votre prestation de travail à minimum 2 jours. Là, on va le voir dans les critères précédents. Suivants, excusez-moi, mais voilà un peu l'étendue des congés partiels sans solde et des congés sans solde. C'est important de mentionner, puis j'entends souvent que ce n'est pas un droit à la convention, mais bien une entente. C'est un pouvoir qu'on a de prendre une entente avec l'employeur pour prendre un congé sans solde. Par contre, il faut que ça soit une entente avec l'employeur. Ce n'est pas un pouvoir qu'on a. Donc, l'entente doit être sur les dates qui sont mentionnées. Donc, il est possible, effectivement, encore une fois, que l'employeur, comme mentionné un peu plus tôt, le refuse le congé sans solde. Évidemment, là, tout ça, c'est avec une entente avec l'employeur, puis il faudra vérifier, puis on a un pouvoir discrétionnaire de suivre un peu les commandes de l'employeur, mais évidemment, là, je vous en fais un peu plus l'étendue dans les prochaines diapos. Et puis, évidemment, là, on ne parlera pas des congés autres sans solde, tels qu'œuvrer dans un établissement nordique ou congés sans solde pour études. Comme je vous disais, il y a plusieurs congés à la Convention, puis on s'est concentré vraiment sur ceux-là pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va y aller rapidement dans les 3 sortes de congés sans solde. Là, on a la définition de courte durée, comme je vous disais que c'était 4 semaines, là, donc 30 jours. Les critères d'admissibilité, c'est avoir fait un an de service dans l'établissement, ne pas avoir fait une demande dans une période de 52 semaines. Donc, on en comprend, vous pouvez faire une demande de congé sans solde de courte durée à chaque année. Et la demande doit être faite dans au moins 30 jours à l'avance. Donc, ça, c'est un critère important. Si vous êtes en dessous des délais de 30 jours, l'employeur peut simplement refuser pour ne pas de pouvoir. Autre que ça, évidemment, là, on ne peut pas prendre de congé sans solde de courte durée dans les mois estivaux, soit juin, juillet, ou pour pouvoir prendre des vacances pendant l'été. C'est refusé dans la Convention. Et d'ailleurs, petite mention syndicale aussi, là, il y a eu un ajout dans les dernières conventions collectives pour avoir une journée de congé sans solde si votre résidence principale ou secondaire subit ou est en danger imminent de subir des dangers sérieux à la suite d'un événement hors de son contrôle. Évidemment, s'il y aurait eu des maisons qui tombaient sur des appartements dans la foulée du verglas de la semaine dernière, ça aurait pu être dans ce genre de congé-là. Évidemment, il faut en faire encore une fois la demande à l'employeur, puis c'est une entente, mais il est possible de le faire. Pour cet événement-là, là, évidemment, des événements hors de contrôle, c'est difficile de donner un préavis de 7 jours, mais le plus possible, là, si on est capable de le faire 7 jours, c'est tant mieux. Sinon, le plus rapidement possible, encore une fois, pour laisser la chance à l'employeur de pouvoir nous remplacer et éviter le bris de service. Donc, voilà pour le court durée. Si on veut étendre encore là, ce 4 semaines-là, on peut y aller jusqu'à un maximum de 52 semaines. Là. Vous pouvez y aller en bas de ces degrés-là, mais le maximum, c'est 52 semaines. Donc, évidemment, les critères sont sensiblement la même chose. Là. Évidemment, au lieu d'avoir fait 1 an de service, il faut avoir fait 5 ans pour ne pas avoir fait la demande, pas seulement dans une année, mais pour une période de 3 ans. Puis, encore une fois, la demande est à 30 jours. C'est la même chose là, pour le congé sans solde. Donc, voilà un peu. Dans le cas de ces congés sans solde-là, je vous ai un peu mis aussi les droits à la Convention, là, ce qui est mis dans la Convention. Donc, évidemment, vous avez la conservation de votre ancienneté, de votre expérience. Il y a les congés maladie, évidemment, comme je vous disais, là, dans votre congé sans solde, vous pouvez faire le test d'un autre employeur. Puis si vous décidez évidemment que vous quittez cet employeur-là parce que vous avez fait un essai dans une nouvelle place, puis le Centre-Sud ne fonctionne un peu moins, ou vous avez déménagé ou quoi que ce soit, sachez que les congés maladie sont monnayés au taux quantum existant au moment du début. Là, on prend une photo avant votre congé maladie, puis s'il n'y a pas de retour par la suite, bon, on vous paye, là, comme je vous disais un peu plus tôt dans l'information, les congés maladie. L'assurance collective, bien évidemment, comme il n'y a pas de cotisation, vous n'avez pas le droit à l'assurance collective. Et il n'y a pas de bénéfice à la convention collective. Donc, évidemment, là, comme je mentionnais un peu, là, vous n'êtes pas régi par la convention. Il y a comme une pause d'application pour vous pendant votre congé sans solde. Après ça, on revient en salarié bien normal. Puis, évidemment, là, vous avez toujours le droit de postuler sur des postes. Ce n'est pas parce que vous êtes en congé sans solde que vous n'avez plus ce pouvoir-là. Là, vous pouvez appliquer quand même au poste. Et puis voilà, là, c'est un peu l'étendue. Puis je le fais rapidement. Donc, évidemment, si vous avez des questions, là, je vous invite à me refaire par la suite. Oui. Je ferais peut-être juste un petit retour en arrière concernant les critères d'admissibilité. Je veux juste faire la distinction entre le 5 ans de service et le 5 ans d'ancienneté. Parce que c'est quand même important de savoir qu'il y a une différence, c'est-à-dire que le 5 ans de service, c'est 5 ans à partir de votre date d'embauche. Et non selon votre ancienneté qui est cumulée, parce que l'ancienneté est cumulée selon le nombre de jours travaillés. Mais les années de service, c'est au niveau de la date d'embauche. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. Là, fait que c'est quand même important que vous le sachiez, que ce n'est pas parce que vous êtes travaillé à temps partiel que ça va vous prendre plus de temps pour pouvoir être admissible à un congé sans solde de longue durée parce que vous êtes à temps partiel. C'est 2 choses différentes, les années de service et l'ancienneté. Donc, voilà. Merci de la précision, bien gentil. Et donc voilà, évidemment,
un peu les droits de la Convention. Puis là, il y a la partie, le congé partiel sans solde. Comme je vous expliquais, là, il est possible de vous prémunir d'un congé sans solde de courte durée, longue durée, qui sont sur l'étendue de la semaine et les 5 jours. Il est aussi possible de faire une diminution de vos heures de travail avec le congé partiel sans solde. C'est un peu la même chose que le congé sans solde, mais il y a une limite. Là, on ne peut pas être inférieur à 2 jours par semaine, comme vous voyez sur la diapositive. Donc, les critères d'admissibilité sont sensiblement les mêmes, mais il y a une petite modification. Là, vous devez être titulaire d'un poste ou avoir un statut de temps complet et accueillir une assignation depuis au moins 6 mois. Donc, c'est les critères qui sont de facto obligatoires. Et puis, évidemment, avoir fait un an de service, puis la demande de fait 30 jours à l'avance, comme toutes les demandes de congé sans solde, évidemment. La durée et les modalités du congé ne peuvent être modifiées sans consentement de l'employeur. Donc, évidemment, c'est seulement après une entente que les journées peuvent être modifiées. Fait que l'employeur peut vous demander de modifier votre congé sans solde. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vraiment une entente entre vous et votre employeur. Le congé peut être aussi prolongé après une entente avec l'employeur. Et d'ailleurs, si vous obtenez un poste au cours d'une période prévue pour le congé sans solde, comme je vous disais, vous avez quand même le droit d'appliquer. Si vous avez le partiel sans solde, bien, le congé va quand même cesser au moment de votre entrée en fonction. Il faut comprendre que le congé sans solde est associé à votre poste et non pas à votre personne. Puis, petite mention aussi, puis je te laisse la parole après, Véro. Pour le retour, là, dans le fond, comment que ça fonctionne un congé sans solde, c'est qu'il y a une date de début puis une date de fin qu'on signe. Puis à la date de fin, là, évidemment, il faut faire un retour à l'emploi. Du moment qu'il n'y a pas de retour à l'emploi, l'employeur va considérer que c'est une démission. Donc, évidemment, c'est très, très important de garder en note sa date de retour, là, puis même d'en mentionner avec l'employeur votre retour dans les semaines précédentes, c'est une bonne chose. Si vous voulez modifier votre date de retour, d'ailleurs, il y a un préavis de 30 jours sur la modification de votre date de retour. Donc, voilà ma petite parenthèse, mais sinon, Véro? Oui. Concernant le congé partiel sans solde, il y a une possibilité de prolonger le congé partiel sans solde, mais sachez que vous devez en faire la demande au moins 30 jours avant la fin du congé. Donc, si vous attendez de dire, ah, ben là, je ne sais pas, moi, je travaille 3 jours par semaine, j'ai un congé sans solde de 2 jours, mon congé se termine la semaine prochaine, bon, le mois prochain, je ne fais pas de demande, je vais revenir à 5 jours. Ben, puis que vous dire, ah non, finalement, j'aimais ça mon 3 jours, fait que je vais refaire une autre demande. Mais là, ça c'est pas considéré comme une prolongation, mais bien une nouvelle demande. Et là, vous allez devoir attendre une autre année avant de pouvoir refaire une demande de congé partiel sans solde. Donc, si vous avez présentement un congé partiel sans solde et que vous aimez ça, que vous aimeriez le poursuivre, ben à ce moment-là, c'est une demande de prolongation. Et vous allez devoir le demander avant la fin de le congé sans solde partiel sans solde actuel. Donc, soyez au courant pour ne pas vous faire prendre et finalement être obligé de revenir à temps plein. Exact. Voilà. Donc, voilà, ça faisait un petit peu le tour des congés sans solde. Là. Donc, on voulait vous en faire une petite présentation. Évidemment, là, si vous avez plus de questions, encore une fois, votre syndicat est là pour vous par téléphone ou par courriel. On passera à la troisième catégorie des congés pour la présentation d'aujourd'hui, donc les congés découlant d'une entente avec l'employeur. Donc, évidemment, là, il y a d'autres congés autres que le congé sans solde qui prend une entente avec l'employeur. Donc, on a le congé à traitement différé. C'est un petit avertissement pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Désolé pour le prochain 10 minutes. Ça va être une présentation un peu plus mathématique. Donc, évidemment, je vais vous faire une petite présentation du congé à traitement différé. Comment on comprend ce congé-là? C'est un congé que vous payez directement les vacances ou les périodes que vous n'allez pas travailler. Puis je vais vous présenter un tableau qui sera un peu plus clair là, par la suite, mais ce qu'on en comprend, c'est que vous allez avoir une diminution de votre salaire pour pouvoir pallier au moment que vous n'allez pas avoir de rémunération, du moins la prestation de travail. Donc, au final, il n'y a pas de perte salariale, il n'y a pas d'ajustement salarial. C'est vraiment un ajustement pour vous permettre d'avoir un moment libéré de prestations de travail. Donc, voilà la définition là, qui met en application un étalement salarial pendant une certaine période. On va voir les périodes par la prochaine diapositive. Évidemment, les critères d'admissibilité sont sensiblement les mêmes. Là, être détentrice d'un poste, avoir fait 2 ans de service et avoir fait une demande écrite. Donc là, pour la première fois, la demande écrite n'a pas un délai de 30 jours, donc vous pouvez faire la demande. Évidemment, là, si vous faites une demande pour le lendemain, ça se peut que l'employeur ne vous réponde pas, ou du moins, ça ne soit pas un délai raisonnable. Donc, évidemment, de laisser un délai raisonnable, c'est la moindre des choses, mais il n'y a pas de critères. Là. On ne peut pas vous refuser parce que vous n'êtes pas dans les 30 jours. Donc voilà, la demande écrite doit inclure la durée de participation au régime, dis-je, la durée du congé et le moment de la prise de congé. Là, on rentre dans la vraie explication. Donc, voici un peu comment ça fonctionne, le congé à traitement différé.
Si on prend, par exemple, l'exemple facile d'une durée de régime de 3 ans avec une durée du congé de 9 mois, vous voyez à la jonction des deux, là, un 75 %. Ce qu'on en comprend, c'est que vous allez avoir, pendant la période de votre congé de durée de régime à traitement différé, donc un 3 ans, 75 % de votre salaire au lieu d'avoir un 100 % pour les 3 premières années. Et par la suite, évidemment, ben, vous avez un 9 mois qui est maintenant payé par vos restants de ce 75 %-là. Donc, le 25 % vient rembourser pendant que vous n'avez pas de prestation de travail. Donc, voilà un peu l'essence de votre congé, c'est que vous pouvez travailler pendant un certain montant avec une diminution de votre salaire, puis cette diminution de salaire-là vient payer votre future prestation. Évidemment, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la prise de votre congé, c'est vous qui décidez. Là, vous pouvez prendre votre congé, les mois que vous voyez à votre gauche, là, vous pouvez les prendre au début de votre congé, puis les rembourser par la suite, ou vous pouvez les prendre directement à la fin, puis vous les rembourser. Petite mention que je pense importante de vous faire à ce niveau-là. Évidemment, si vous prenez votre congé en début de votre traitement en congé différé, si par exemple on prend un régime de 5 ans, bien évidemment, sur 5 ans, il va y avoir une augmentation salariale à chaque année, comme c'est prévu à la convention. Donc, si vous prenez votre congé au début, nécessairement, vous allez rembourser un peu plus cher parce que vous allez avoir un 80 % qui sera augmenté selon vos prestations salariales. Donc, en règle générale, moi, je l'indique au monde que ce serait peut-être mieux de prendre le congé à la fin. Comme ça, on n'aura pas de paiement de plus supplémentaire. Là, puis, on a quand même l'application du régime à traitement différé. Mais voilà un peu dans l'application. Puis, je sais que j'en fais une explication seulement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Mais je voulais quand même vous le présenter un peu. Là. Je ne sais pas si tu avais des commentaires. Mais sinon, c'est un peu ça. Là. Puis, je vous ai fait encore une fois les droits à la convention dans ce cadre de ce congé à traitement différé. Donc, les salaires incluent les primes de responsabilité, les suppléments et la rémunération. Les autres primes sont versées à la personne, tout comme si elle ne participait pas au régime. Donc, ce n'est pas une modification de votre statut, évidemment, là, parce que vous payez vous-même votre congé plus tard. Le régime de retraite, donc, chaque année équivaut à une année de service selon le salaire moyen avant entente. Même si vous avez une année que vous avez un 9 mois de congé, ça compte comme une année de prestation parce qu'on n'a pas de modification de votre statut. L'ancienneté se conserve et s'accumule évidemment. Et les vacances annuelles s'accumulent en fonction du salaire. Et les congés maladie, évidemment, la même chose, puisqu'il n'y a pas de changement de votre statut d'employé. En ce qui concerne les congés avec ou absence sans solde, la participation est suspendue. Si vous êtes, dans le fond, vous avez une invalidité, là, évidemment, on va suspendre le régime-là. Au retour de l'absence, le régime est prolongé de la même durée parce qu'on a une entente salariale avec l'employeur. On ne peut pas juste se désister de la somme qui nous est due ou du moins de la somme que l'employeur nous est due. Donc, voilà un peu pour le cumul des congés sans solde. Il s'agit d'un congé partiel sans solde. On reçoit le salaire normalement reçu, donc petit bémol. S'il y a un congé plus d'un an, le dispositif du régime est remboursement en conséquence. Donc, évidemment, si vous prenez un congé de plus qu'un an, va falloir, si vous avez pris votre congé à la fin, il va falloir rembourser ce congé-là. Si vous l'avez pris au début, il va falloir le rembourser. Comme en bonne et due forme. Sinon, les congés avec solde privés à la convention sont rémunérés en fonction du salaire choisi. Évidemment, c'est l'application générale. Puis, dans le fond, le salaire durant le congé, c'est établi selon la moyenne des heures travaillées à l'exclusion du temps supplémentaire, évidemment, au cours des années de participation. Les bénéfices marginaux, donc tout ce qui est congé privé à la convention pour les personnes à temps partiel ou une autre entreprise de poste, sont calculés et payés sur la base du pourcentage du salaire. Donc, voilà un peu pour l'étendue du régime à traitement différé. Puis, je vous fais assez rapidement, mais évidemment, c'est un droit qui vous est possible à la convention. C'est une entente que vous pouvez faire avec l'employeur. Puis, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, la première étape serait probablement d'informer votre syndicat pour qu'il puisse donner les bonnes informations et un peu vous aider par la suite là, sur l'obtention de votre régime. Donc, voilà. On prend ça sur le deuxième congé suite à une entente avec l'employeur, soit le régime de conciliation famille, travail, études avec étalement salarial. Véro. Bien, dans les faits, cette lettre d'entente-là ressemble quand même relativement pas mal au traitement, le régime à traitement différé. C'est-à-dire que c'est un étalement du salaire que vous faites pour pouvoir bénéficier d'un congé là, pour des conciliations de famille, travail, études. Donc, ça peut être soit de 1 à 8 semaines maximum. Donc, les critères pour avoir accès là, à ce régime-là, pour les motifs personnels, lorsque votre présence est requise auprès d'un membre de votre famille en raison d'une maladie grave ou d'un accident grave, des soins de fin de vie. Donc, vous devenez un petit peu aidant naturel, d'un décès à l'étranger, d'un lourd handicap, d'une agression physique ou sexuelle,
d'un bris de service prolongé au niveau d'un service de garde ou de tout autre événement là, de la vie là, similaire là, qui pourrait être vu là, et regardé là, avec l'employeur. Donc, comment ça fonctionne? Bon, excusez-moi, il y a les motifs pour études là, également. Temps d'admissibilité, ben, il faut avoir complété au moins 1 an de service. Soumettre une demande écrite là, précisant la durée de participation au régime, la durée du congé. Quand on parle de durée de participation au régime, c'est le nombre de temps que vous allez prendre pour payer. OK? La durée du congé, le moment de la prise de congé et le motif là, pour lequel vous le prenez. Pardon. Les critères d'admissibilité, ben, il faut fournir une pièce justificative là, pertinente. Tantôt, on parlait là, des critères d'admissibilité pour les motifs personnels. Donc, on est un proche aidant, notre enfant a été victime d'un accident grave ou d'une maladie grave. Bon, on va vous demander là, une pièce justificative là, par rapport à la raison pour laquelle vous décidez de prendre ce congé-là. Évidemment, qu'à votre retour, ben, vous reprenez votre poste habituel ou l'assignation que vous aviez là, au moment de votre départ. On regarde un petit peu, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a vu tantôt. Par contre, comme je disais tantôt, c'est de 1 à 8 semaines. Donc, je vous donne un exemple, vous décidez de prendre 8 semaines, bien, vous avez le choix de le payer dans le fond pendant 6 mois ou 12 mois. Donc, 6 mois, 69,3 de votre salaire, 12 mois, 84,7 de votre salaire. Donc, c'est quelque chose, là, tout dépendant le nombre de semaines que vous prenez, vous avez le choix de le payer entre 6 et 12 mois. Donc, voilà. C'est sûr que ça, c'est un choix là, fait pour chacun d'entre vous. Bien, ça ressemble, c'est les mêmes applications là, que le régime à traitement différé pour ce qui est du salaire, régime de retraite. Donc, compte tenu, bon, si congé de moins de 30 jours, on maintient la participation au régime de retraite. Si c'est un congé de plus de 30 jours, bien, une possibilité de maintien sous réserve de paiement des cotisations est exigible. Donc, si vous décidez, vous, de dire, bien, moi, je prends 8 semaines, donc plus de 30 jours, mais je veux tout de même continuer à participer au REGOP, je ne veux pas que ça ait une incidence sur ma retraite, bien, vous prenez entente et à ce moment-là, vous payez la partie exigible et c'est calculé là, dans votre remboursement, dans le fond, là, au niveau du pourcentage de salaire, et c'est calculé. Donc, vous n'avez pas de perte à ce niveau-là. C'est une possibilité. Vous gardez votre ancienneté, elle se conserve, elle s'accumule toujours. Vacances annuelles s'accumulent en fonction du salaire. Donc, voilà. Du congé maladie, ben, s'accumule en fonction du salaire également. Fait que c'est beaucoup les mêmes choses au niveau que le traitement différé. Là. Le congé prévu, ben, la convention sera remise en fonction du salaire choisi. Bon, là, ça, évidemment, pour les congés avec solde. C'est la même chose. Pour ce qui est des personnes salariées à temps partiel, ben, il est possible d'utiliser ce régime-là. Par contre, le congé ne peut pas être pris qu'après avoir terminé sa période de contribution. Donc, évidemment que c'est peut-être moins facilitant là, pour une personne à temps partiel, dans le sens que c'est rarement quelque chose qu'on prévoit d'avance, les situations qu'on a nommées tantôt pour les motifs personnels. Par contre, ça peut être plus au niveau de l'étude qui pourrait peut-être être quelque chose là, de plus prévisible. Pour ce qui est du reste, c'est peut-être un petit peu plus compliqué là, par rapport aux personnes pour les temps partiels. Donc, on est encore, cette lettre d'entente-là, ce que ça dit au niveau de la convention, c'est qu'on doit avoir un arrangement au niveau local. Donc, on est en train, présentement, de terminer notre négociation avec l'employeur, nos discussions avec l'employeur concernant cette lettre d'entente-là pour que ça devienne un arrangement local. Donc, ce que ça implique, en gros, je vous dirais, on a pratiquement terminé, là. On est sur le bord de signer. Dans le fond, dans les motifs familiales, ce que j'ai nommé tantôt, on en a certains que nous, on a demandé à l'employeur d'ajouter, qui ne faisaient pas partie à la base. Parce que si vous allez regarder là, dans la convention, vous allez voir, il y a certains éléments que j'ai nommés tantôt qui ne sont pas écrits dans la convention, mais qui vont faire partie de l'arrangement local. Donc, on a négocié des ajouts au niveau des motifs personnels et on s'est plus ou moins bien entendu finalement sur certaines durées pour se requalifier.
En même temps, une négociation, c'est un petit peu ça. Des fois, on réussit à en avoir, on en laisse tomber certains. Mais vous allez voir, de toute façon, tout ce qui est arrangement local, vous allez pouvoir, à partir du moment où ça va être fini, vous allez avoir accès dans l'intranet au niveau là, de tout ce qui concerne le syndicat, au niveau des conventions. Il y a la section des arrangements locaux. Donc, vous allez pouvoir aller voir, là. Mais voilà, fait qu'on est, on est sur le point de signer à ce niveau-là, cet arrangement local-là. Excellent, mais merci Véro. Je vais y aller rapidement là, pour le congé de retraite progressive. Là, on veut vous laisser un 15 minutes de questions quand même. Là, donc, vous allez voir, la cadence va augmenter. Vous m'en excuserez. Là, si vous avez des questions, vous pouvez nous recontacter par la suite. Donc, évidemment, le programme de retraite progressive, c'est un but là, pour les personnes en fin de carrière. C'est un programme qui permet de prendre une entente avec l'employeur pour diminuer les heures de la prestation de travail sans avoir trop de pertes salariales, pour s'habituer avec l'acclimatation de la retraite et la baisse de la prestation de travail. Donc, évidemment, c'est une entente avec l'employeur. La demande doit être écrite au moins 90 jours avant le début de la dite entente. La durée de l'entente est de minimalement 12 mois, donc 1 an, maximalement 60 mois, donc 5 ans. Donc, on comprend là, que c'est 1 an à 5 ans dans la dernière année de prestation de travail. Là, donc, quand vous êtes proche de la retraite, vous pouvez prémunir de ce programme-là. Évidemment, la prestation de travail doit quand même rester dans un seuil acceptable pour l'employeur, donc entre 40 et 80 d'une personne à temps complet. Donc, on ne peut pas là, diminuer en bas de 40 pour le programme de retraite progressive. Donc, évidemment, c'est une entente avec l'employeur. Donc, l'employeur peut confirmer ou infirmer la demande d'application au programme. Ça doit tenir en compte des besoins de centre d'activité. Comme je vous disais plus tôt, l'employeur doit s'assurer qu'il n'y a pas un prix de service. Donc, c'est un peu dans cette même optique-là qu'il doit avoir les besoins du centre d'activité, mais c'est vraiment une diminution de la prestation de travail. Donc, ce n'est pas trop compliqué à ce niveau-là. Donc, il ne faut prévaloir qu'une seule fois du programme. Donc, si vous avez pris le programme et que vous l'annulez en cours de route, on ne peut pas reprendre un nouveau programme. Voilà, là, vous avez pris le programme, finalement, vous reprenez l'emploi. On ne peut pas reprendre un deuxième programme par la suite. Là, on n'a vraiment qu'une seule fois l'application de ce programme-là, même si c'est annulé par la force des choses. L'aménagement et le pourcentage peuvent être modifiés. Encore une fois, c'est seulement après une entente. Donc, évidemment, vous n'êtes jamais obligé de signer une telle entente avec l'employeur, seulement si vous le désirez. Les droits à la convention, là, je vous le fais assez rapidement. L'accumulation de l'ancienneté pour les temps pleins, la moyenne hebdomadaire des journées accumulées dans les 12 derniers mois. Donc, les crédits du temps travaillé avant l'entente et au fin de la rente de la retraite, le maintien du régime d'assurance vie, évidemment, parce que c'est obligatoire par la loi, et maintien de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance maladie, encore une fois. Si maintien du paiement de la quote-part, évidemment, là, c'est de votre côté. Si vous voulez maintenir la contribution, il faut quand même maintenir votre propre contribution à ce niveau-là. L'employeur va pouvoir le faire. Et il y a évidemment cessation de l'entente. Voici les quelques qualificatifs. Donc, la prise de retraite effective, une démission et un congédiement, le désistement de l'accord, une invalidité de plus de 3 ans. Évidemment, si vous n'êtes pas annoncé à la retraite à la fin d'une entente, puis là, je vous fais cette mention-là, puis c'est la dernière avant la conclusion. Évidemment, là, vous avez entendu parler probablement d'un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement. J'ai mis ce petit rappel-là là, pour les biens de la cause. Je ne penserais pas qu'on en ait besoin. Je pense que M. Legault va bien négocier avec nous et il va être de bonne foi. Mais sachez, comme toute chose, que si vous n'êtes pas annoncé à la retraite à la fin d'une grève, d'une entente, à raison d'une circonstance hors de votre contrôle, telle une grève, un lock-out, je dis ça, je ne sous-entends rien. Donc voilà, l'entente est prolongée. Donc évidemment, là, il n'y aura pas de perte de votre progrès de retraite progressive s'il y a grève et lock-out. Donc voilà un peu pour votre information. Et ce qui fait le tour déjà de notre capsule syndicale. Là, je m'excuserai d'avoir été assez rapidement sur la retraite progressive, mais voilà, je voulais quand même faire le tour avec vous. Évidemment, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'informations qui vous ont été données dans la dernière heure. Comme je vous ai dit, là, il y a eu une captation vidéo de cette formation-là, donc vous pouvez la revoir si vous voulez. Mais encore une fois, j'insiste fortement, si vous avez quelques questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si tu avais un mot de finale pour le syndicat. Écoutez, on va prendre les 15 dernières minutes, on va les prendre en question. Donc, il y a Justin qui va pouvoir nommer les tours de rôle pour les questions. Merci beaucoup de votre intérêt face à votre convention collective, qui est en fait votre contrat de travail. Donc, de là, l'importance de bien le connaître, de vous informer, de connaître vos droits. Et pour les prochains mois, jusqu'à l'été du moins, il n'y aura pas nécessairement de capsule midi sur des choses au niveau concernant la convention collective en elle-même, mais beaucoup sur la négociation qui a présentement lieu actuellement pour le renouvellement de notre convention collective qui a pris fin le 31 mars dernier. Donc, par contre,
À l'automne prochain, on va recommencer également là, des capsules midi sur différents sujets parce que je crois que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui nous fait plaisir là, de vous donner pour bien vous informer. Donc, voilà, on commencerait la période de questions, s'il vous plaît.